Sous un ciel changeant, la Tunisie, secrète, libère peu à peu dans la tiédeur du petit matin les plus fines nuances colorées de sa lumière exceptionnelle. Le sud tunisien est devenu pour de nombreux vacanciers synonyme de soleil, de mer chaude, de plages blanches. Une île symbole de vacances modernes. Depuis Homère, son charme n'a jamais cessé d'être chanté par les poètes. Déjà connu dans l'Antiquité, Ulysse Les habitants de Djerba, pour la plupart berbères, sont un peuple de pêcheurs. Leur île C'est dès le petit matin que les embarcations quittent la rive pour aller poser les filets et relever ceux de la veille. C'est sous l'œil vigilant du patriarche que les jeunes gens de la même famille effectuent ces gestes traditionnels. Le père tient la barre et effectue les manœuvres. Il est fier que ses enfants perpétuent la tradition, car l'un des problèmes auxquels sont confrontés les habitants de l'île, c'est essentiellement l'attrait des jeunes pour les emplois dans le tourisme, qui menace de déstabiliser la société de l'île. Pour des salaires plus élevés, ils préfèrent en effet généralement travailler dans l'hôtellerie et les services. Plus caractéristique est la pêche à la sautade. Deux filets sont disposés perpendiculairement, le premier vertical fait obstacle au poisson qui le saute pour être recueilli dans le second filet placé horizontalement. Les poissons capturés ainsi sont essentiellement des mulets.
Peu de touristes s'éloignent des plages dorées et Djerba est devenu un lieu de détente où tous les loisirs de plage sont proposés. L'apprentissage du hobbycat ou de la planche à voile est rendu possible grâce au vent salin qui, allié à la douceur du climat légendaire, crée toutes les conditions. Et avant de pratiquer d'autres sports, cette fois-ci terrestres, rien de tel qu'une séance de gymnastique en plein air. À demain. Bonne journée. Bien. Merci. Allez, hein. La petite ville d'Oumsouk concentre l'activité touristique, administrative, commerciale et artisanale de Djerba. C'est la seule vraie ville de l'île. Elle a un certain charme avec ses murs blanchis à la chaux qui accueillent des plantes luxuriantes et où il fait bon se désaltérer à l'une des terrasses de café. On découvre au hasard des ruelles, des portes entr'ouvertes sur de vastes cours intérieures, bordées de bâtiments à étages dotés d'arcades. Ce sont des fundouks, c'est-à-dire des auberges dans lesquelles s'arrêtaient les caravanes des nomades. Les souks situés dans les galeries couvertes du centre de Oumsouk vendent surtout des tissus, des tapis, des objets en cuivre et des bijoux.
Les hommes s'attardent volontiers aux terrasses des cafés pour déguster le traditionnel thé à la menthe et fumer le célèbre narguilé. Dans les ruelles aux alentours et sur la place entourée d'arcades, c'est le marché traditionnel. Les poissons pêchés le matin même se retrouvent sur les étals. La variété exposée et la fraîcheur sont impressionnantes. Dans ce souk des orfèvres, vous pourrez trouver de jolis bijoux filigranes, émaillés ou incrustés de pierres colorées, souvent de style byzantin. L'art religieux. Sur l'île de Djerba, c'est le village de Guellala qui est renommé pour ses ateliers de potier. L'argile provient d'une colline proche et les pièces sont cuites dans des fours alimentés au bois de palmier. Ici, les potiers se sont fait une spécialité des amphores, parmi d'autres récipients. Comme la plupart des maisons des villages berbères, la cour intérieure, immense, servait ici aussi de campement aux caravaniers. En quittant l'île de Djerba et en remontant vers le nord pour suivre la route de la poterie, c'est à Nabeul, capitale de cet artisanat, que vous ne manquerez pas de visiter un atelier de poterie. La fabrication n'aura plus de secret pour vous, car toute la chaîne s'y retrouve. La terre argileuse arrive à l'état brut et s'y travaille devant vos yeux de la manière la plus traditionnelle.
Nous allons à la carrière chercher l'argile, on l'étale, on la fait sécher et on la casse avec un marteau. On la met dans un bassin, on la laisse une nuit environ dans l'eau et le lendemain, on l'étale à nouveau et on marche dessus. Après un léger séchage, on fait les mêmes opérations. Après le séchage, on étale la préparation en plusieurs petits tas et on marche dessus. Une fois la pâte durcie, on commence à mélanger la préparation. Ensuite, on met les petits tas dans une pièce et on remarche dessus 2 fois de suite. On pose ces tasses sur une planche pour trier et enlever les saletés. On fait des rouleaux d'argile que l'on donne au potier. Quand le potier a fini ses pièces, il les met au soleil pour les faire sécher. Et une fois séchées, il les rentre pour les décorer et les laisse sécher une autre fois avant de les mettre au four. Il fait cuire 2 à 3 jours ces pièces dans un four à bois en augmentant la température progressivement. Ensuite, afin de conserver une chaleur constante pendant 6 ou 7 heures, on met les déchets d'olive dans le four. On vérifie la cuisson par les trous
Et une fois la poterie cuite, il bouche la cheminée pour étouffer le feu et laisse refroidir les poteries pendant 2 ou 3 jours, puis il les sort. Le four, il contient entre 400 et 1500 pièces en fonction de la taille des pièces. Je ne suis pas un grand atelier. Il me faut entre 1 mois et 1 mois et demi pour remplir un four. Ma spécialité, c'est de faire de la poterie traditionnelle. Je forme les jeunes enfants pour qu'ils apprennent le métier. Le savoir-faire des anciens dans l'artisanat tunisien se transmet aussi dans la ferronnerie d'art et le travail des métaux. L'Office national d'art tunisien protège l'artisanat dans tout le pays. Réalisés toujours selon des méthodes traditionnelles, ces objets rivalisent dans les échoppes avec les antiquités. Difficile de faire la différence, car la qualité du travail est toujours la même, loin de la confection des objets fabriqués en série. À 12 km au sud de Nabeul, la ville d'Hammamet est un des hauts lieux du tourisme tunisien. La ville fut fondée par un milliardaire roumain, Georges Sébastien, dans les années 20. Il y fit construire une somptueuse villa, aujourd'hui transformée en centre culturel international. Il y recevait ses amis, les écrivains André Gide, Georges Bernanos et le peintre Paul Klee. Oscar Wilde et Winston Churchill furent également parmi les hommes illustres qui ont aimé cette ville.
du XVe siècle ne manque pas d'intérêt. Entouré de remparts, il semble vivre dans l'ombre de son fort, loin des allées et venues des touristes, attirés par les nombreux hôtels disséminés à proximité. Ces souks, en partie couverts, sont eux surtout destinés aux touristes. Et ceux-ci sont nombreux dans ce petit village devenu le Saint-Tropez tunisien. Ce n'est plus ce coin discret où des personnalités au prestige divers, venues du monde entier, vivaient cachées et heureuses derrière les murs de leur villa. Hammamet accueille des centaines de milliers d'estivants. Sur cette côte des Orangers, face à la mer, clubs de vacances et hôtels se succèdent le long de la plage de rêve. Parmi eux, et l'un des derniers construits, l'Hasdrubal Thalasso est un modèle d'architecture tunisienne avec ses coupoles et ses voûtes, ses bassins et ses jets d'eau. Il en va de même pour la décoration intérieure, sobre, élégante, fonctionnelle et respectueuse de la tradition.
Kairouan la Sainte était autrefois surnommée la ville aux 300 mosquées. Capitale spirituelle de la Tunisie, Kairouan présente ses remparts fauves au centre d'une plaine quasi désertique, à 1 heure de voiture de la côte et des collines du Sahel. La ville se développa autour de la mosquée forteresse, restant toujours la ville sainte la plus visitée de Tunisie, mais devenant aussi ville de marchands, halte et rendez-vous des caravanes allant d'Égypte et d'Orient en Espagne et montant de Guinée, pays de l'or, vers la Méditerranée. Ce fut la première ville du Maghreb à se convertir à l'islam. La splendeur de Kairouan déclina au XIe siècle, le temps de se parer de quelques monuments qui font les délices des touristes. L'immense cour de la mosquée, dominée par sa tour minaret-donjon, était faite pour rassembler les foules de pèlerins. Le minaret, destiné à l'appel à la prière, servait aussi de tour de guet du haut de ses 35 mètres. La salle des prières est compartimentée en 17 nefs et 8 travées par une forêt de colonnes de marbre ramassées sur les sites romains ou byzantins voisins. On en compte 414. C'est le plus ancien édifice du monde musulman occidental. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا. Le mihrab du IXe siècle, recouvert de 130 carreaux de faïence, provient de Bagdad, en Syrie. À côté se dresse le minbar, escalier surmonté d'un trône destiné à la prédication de l'islam. Cette chaire, composée de 300 morceaux de texte sculptés, est la plus ancienne du monde islamique. Les doubles galeries qui entourent la cour sont remarquables, surtout aux heures où la lumière joue sur la pierre. Estime à 30 000 familles tunisiennes qui fabriquent les tapis de Kairouan. Ce sont les femmes qui tissent. Elles se procurent 1 ou 2 maquettes au service technique du musée du tapis et réalisent le motif choisi.
rocheuse et le vert domine souvent le bleu de la Méditerranée. Le petit port de pêche de Tabarka est incontestablement le joyau de cette côte de corail. Le fort génois du XVIe siècle s'élève au sommet d'une île désormais reliée au rivage qui semble protéger le golfe, encadré par les monts de Kroumiri, couverts de mimosas. Panorama devient également une attraction pour les vacanciers. C'est un des rares parcours à posséder 7 trous en bord de mer, ce qui permet de pratiquer ce sport, mais aussi d'admirer la nature. Son clubhouse est un lieu de détente et de rencontre entre adeptes. Les greens parfaitement entretenus sont bien défendus par de nombreux bunkers. Et attention de bien mesurer son drive, car la falaise descendant sur la mer est proche. La particularité qu'offrent ces golfs situés en bord de mer vient d'une variété de trous qui se jouent différemment selon la force du vent. La tactique de jeu peut donc différer d'un jour à l'autre, rendant particulièrement attrayant le parcours.
Le paysage environnant a été préservé par les traces du parcours, ce qui est un atout de plus pour le golfe de Tabarka. Les pièces d'eau, les reliefs, rendent ce parcours intéressant pour les plus grands joueurs. La cuisine tunisienne est très variée. C'est une habitante de Tabarka, Eida Torkani, qui nous reçoit chez elle pour nous donner la recette de l'oïja. Eida commence d'abord à confectionner un pain particulier à base de semoule, sel, levure et huile d'olive délayée dans de l'eau tiède. Ce pain est ensuite cuit à la poêle et ressemble à une galette. C'est ensuite la confection du plat lui-même, l'oïja, fait à base de tomates, épices, œufs, que réalise Eida. Ce plat est le plat de base de la cuisine familiale tunisienne. Une croisière le long de cette côte fait découvrir une suite de hautes falaises ponctuées de caps spectaculaires et jalonnées de plages. Au loin, la forêt est peuplée de chênes ou de pins maritimes, ailleurs, de maquis arborescents méditerranéens. Mais il serait impossible de ne pas faire un détour à quelques kilomètres de là vers le lac Garaet-Ishkeul, abri pour de nombreux oiseaux et animaux sauvages. Classé en parc naturel, il est difficile de résister au charme de ces couchers de soleil.